Pierre Dubois, 45 ans, magnat de l'immobilier avec une fortune de 200 millions d'euros, avait tout dans la vie, sauf la seule chose qui comptait vraiment. La santé de son fils Antoine, 12 ans, paralysé depuis 3 ans après un accident de voiture qui avait détruit leur famille. Aucun médecin au monde n'avait réussi à donner d'espoir. Quand Margot Lefebvre, 28 ans, une sans-abri aux vêtements déchirés, se présenta à sa villa de Neuilly-sur-Seine et prononça ces mots impossibles « Donne-moi à manger et je guéris ton fils », Pierre explosa de rage et la chassa. Mais cette femme mystérieuse cachait un secret qui allait changer à jamais le destin de la famille Dubois. Ce qui arriva dans les semaines suivantes défia toute logique médicale et prouva que parfois les miracles viennent des endroits les plus inattendus. Paris, septembre 2024. La Villa Dubois se dressait comme un château de marbre et de verre dans le quartier le plus exclusif de Neuilly-sur-Seine, entouré de jardins parfaits que personne n'appréciait plus. À l'intérieur de ces murs dorés vivait la tragédie la plus silencieuse de la capitale. Pierre Dubois avait bâti un empire immobilier de 200 millions d'euros. Gratte-ciel, centres commerciaux, résidences de luxe, tout portait sa signature. Mais tout son argent n'avait servi à rien quand 3 ans plus tôt, un camion avait percuté la Mercedes où voyageaient sa femme Isabelle et son fils Antoine. Isabelle était morte, sur le coup. Antoine, 12 ans, avait survécu mais paralysé de la taille en bas. Depuis, la villa était devenue un hôpital privé, un labyrinthe de médecins et spécialistes qui arrivaient du monde entier avec des promesses qui se brisaient toujours contre la même réalité cruelle. Pierre avait dépensé des fortunes pour des neurochirurgiens de Boston, des spécialistes du Japon, des guérisseurs d'Inde. Rien n'avait fonctionné. Antoine restait immobile dans son fauteuil roulant, avec ses yeux verts qui autrefois brillaient de vie et semblaient maintenant des miroirs éteints. Le garçon avait cessé de parler 6 mois après l'accident, non pas à cause de dommages physiques, mais d'une douleur trop grande à contenir. Cet après-midi de septembre, Pierre observait son fils depuis la fenêtre du bureau. Antoine était dans le jardin avec l'infirmière, immobile, les yeux perdus dans le vide. Le téléphone sonna. C'était le professeur Moreau, la dernière sommité contactée. Les mots du médecin furent un coup de poignard final. Les dommages à la moelle épinière étaient irréversibles. La médecine ne pouvait rien faire. Pierre raccrocha et pleura pour la première fois en 3 ans. Pas des larmes de colère, mais de reddition totale. Il avait échoué comme père, comme protecteur, comme homme. Tout son pouvoir était inutile face à cette réalité. C'est à ce moment que sonna la sonnette de la villa. Margot Lefebvre avait 28 ans et ressemblait à une survivante de guerre, les cheveux châtains sales et emmêlés, la veste déchirée en plusieurs endroits, les chaussures usées. Elle avait marché 3 jours depuis Marseille, dormant dans la rue, poussée par une voix intérieure qui lui disait d'arriver à cette villa. Quand le majordome ouvrit le portail, la femme dit simplement qu'elle devait parler à Pierre Dubois. C'était une question de vie ou de mort. Pierre apparut, poussé par une curiosité inexplicable. Quand il vit cette sans-abri, le premier réflexe fut la colère. Margot le regarda droit dans les yeux et prononça les mots qui allaient tout changer. « Donne-moi à manger et je guéris ton fils ». Pierre explosa. Comment osait cette femme se moquer de sa douleur? Mais Margot ne bougea pas, répondant avec des détails impossibles à connaître. Elle savait qu'Antoine ne marchait pas depuis 3 ans, qu'il ne parlait pas depuis 2, que les médecins avaient dit qu'il n'y avait pas d'espoir. Et elle savait aussi qu'il se trompait. Comment une inconnue pouvait-elle connaître ces détails gardés rigoureusement privés? Pierre la fixa, partagé entre la colère et une curiosité inexplicable. Il y avait quelque chose chez cette femme, une assurance qui n'avait rien à voir avec l'arrogance. Contre toute logique, contre tout instinct, Pierre fit un geste qui allait tout changer. Il la fit entrer. La salle à manger de la villa était un chef-d'œuvre de marbre et de cristaux. Mais Margot y entra sans être intimidée. Elle s'assit à la table où Pierre dînait seul depuis 3 ans, le contraste saisissant. Elle en vêtements déchirés, lui en costume Hermès de 3 000 €. Pendant que Margot mangeait en silence, Pierre étudiait cette femme mystérieuse. Elle ne demandait pas d'argent,
ne faisait pas de proclamations grandioses, ne promettait pas de miracles impossibles. Elle mangeait avec une dignité qui contrastait avec son apparence négligée. Margot expliqua avoir voyagé pendant des années, avoir vu des choses que les gens normaux ne croiraient pas possibles. Elle avait appris que la médecine n'était pas seulement celle des livres, que les docteurs regardaient les radiographies, tandis qu'elle voyait l'âme. Les docteurs soignaient les symptômes, elle soignait les causes. Ces mots frappèrent Pierre comme des gifles. Margot affirmait qu'Antoine ne marchait pas parce que son corps avait oublié comment faire, mais la mémoire pouvait être réveillée. Le problème n'était pas seulement physique, mais émotionnel, spirituel. Antoine avait tout fermé après la mort de sa mère, avait choisi de rester immobile, parce que bouger signifiait accepter que la vie continuait sans elle. C'était trop précis, trop vrai pour être fortuit. Comment avait-elle pu comprendre que l'enfant avait cessé de lutter le jour des funérailles d'Isabelle? Pierre resta silencieux, chaque fibre rationnelle lui disant de renvoyer cette folle. Mais une petite voix enfouie chuchotait que peut-être cela valait la peine d'essayer. Margot demanda 2 mois avec 3 conditions. Aucun médecin, aucune interférence, aucune question sur sa façon de travailler. Pierre devait faire totalement confiance, ou cela ne marcherait pas. C'était de la folie pure que de confier son fils à une inconnue, éloigner les médecins, se baser sur une foi aveugle. Mais Pierre regarda par la fenêtre Antoine, toujours immobile, toujours silencieux, et comprit que la folie était la seule chose qu'il n'avait pas encore essayée. Il accepta. Margot se leva en promettant qu'elle ne ferait pas de mal à Antoine, mais qu'elle lui ferait se rappeler qui il était avant de décider de ne plus l'être. Cette nuit-là, Pierre ne dormit pas. Il venait de confier la seule chose qui comptait dans sa vie à une parfaite inconnue. Était-il le père le plus irresponsable du monde, ou faisait-il enfin la bonne chose? La première rencontre entre Margot et Antoine eut lieu le matin suivant dans le jardin de la villa. Pierre observait, caché derrière les rideaux, le cœur battant la chamade. Margot s'approcha du fauteuil roulant lentement, sans hâte, comme on s'approche d'un animal blessé. Antoine la regarda sans expression, les yeux verts vides comme toujours. Margot s'assit dans l'herbe devant lui, ignorant complètement le fauteuil roulant, et commença à parler. Pas de médecine ou de thérapie, mais de la journée, du soleil entre les feuilles, du parfum des fleurs, du chant des oiseaux. Antoine ne répondit pas. Mais Pierre remarqua que pour la première fois depuis des mois, son fils ne regardait pas dans le vide. Il écoutait. Les jours suivants, Margot ne tenta jamais de forcer Antoine à parler ou bouger. Elle transforma la thérapie en quelque chose qu'aucun médecin n'avait jamais essayé, un voyage émotionnel. Elle racontait des histoires de lieux lointains, de personnes courageuses, d'enfants qui avaient surmonté des défis impossibles, pas des histoires inventées, mais des morceaux de sa vie, de vrais voyages, des rencontres qui l'avaient changé. La percée arriva le 10e jour. Margot racontait l'histoire d'un enfant tibétain qui avait perdu sa mère dans une avalanche, mais qui montait chaque jour sur la montagne pour lui chanter une chanson. L'enfant savait qu'elle ne pouvait plus l'entendre, mais il chantait quand même parce que l'amour n'a pas besoin d'être payé en retour pour exister. C'est alors qu'Antoine parla pour la première fois en 2 ans. « Maman ne peut plus m'entendre non plus ?» La voix était un murmure brisé par l'émotion, mais Pierre s'agrippa au rebord de la fenêtre pour ne pas tomber. Son fils avait parlé, avait posé une question, était encore là sous toute cette douleur. Margot ne montra pas de surprise, comme si elle avait toujours su que ce moment viendrait. Elle expliqua que sa mère l'entendait toujours, mais pas à travers les mots, plutôt à travers la vie qu'il choisissait de vivre. Antoine commença à pleurer des larmes retenues pendant des années, une douleur qui fondait enfin. Margot ne le consola pas, ne l'embrassa pas. Elle le laissa pleurer, parce qu'elle comprenait que ses larmes étaient le commencement de la guérison. Pierre sortit dans le jardin et s'agenouilla devant le fauteuil roulant. Pour la première fois depuis des mois, il regarda son fils dans les yeux et vit quelque chose qu'il croyait perdu à jamais, l'espoir. Antoine chuchota qu'il était désolé d'avoir laissé son père seul. Pierre l'embrassa, tous deux pleurant, tandis que Margot s'éloignait discrètement. Elle avait fait la partie la plus difficile, ramener l'âme d'Antoine dans son corps. Maintenant,
Elle pouvait commencer à travailler sur le reste. Les semaines suivantes furent un crescendo de petits miracles quotidiens. Margot avait transformé la rééducation physique en une danse émotionnelle. Pas d'exercices ennuyeux et répétitifs, mais des jeux qui réveillaient la mémoire musculaire à travers la joie. Un jour, ils construisirent ensemble un cerf-volant. Antoine, depuis son fauteuil roulant, dirigeait les opérations tandis que Margot suivait ses instructions. Quand le cerf-volant s'éleva dans les airs, Antoine rit pour la première fois depuis 3 ans. Un son pur comme une cloche que Pierre croyait ne plus jamais entendre. Margot commença par des exercices qui ressemblaient à des jeux. Elle faisait imaginer à Antoine être un arbre qui bougeait ses branches dans le vent, un poisson qui nageait dans l'océan, un oiseau qui déployait ses ailes. Pendant que l'esprit du garçon voyageait dans ses fantaisies, Margot massait délicatement ses jambes, stimulant des points de pression qu'elle avait appris au cours d'années de voyage, à travers des cultures anciennes. Le premier mouvement arriva pendant une de ces séances. Antoine imaginait être un chat qui s'étirait au soleil, quand soudain le pied droit se contracta légèrement. Un mouvement presque imperceptible, mais réel. Margot ne dit rien, mais Pierre, qui regardait toujours caché, dut sortir pour ne pas crier de joie. Son fils avait bougé le pied après 3 ans d'immobilité totale. Les progrès s'accélérèrent. D'abord un doigt qui bougeait, puis une cheville qui tournait, puis tout un pied qui se soulevait de quelques centimètres. Antoine était fasciné par ces petits miracles quotidiens, et sa personnalité commençait à réapparaître. Il redevint curieux, riait, s'intéressait au monde. Le vrai test arriva un après-midi d'octobre. Margot et Antoine travaillaient dans le jardin quand soudain il commença à pleuvoir. Margot cria qu'il fallait courir se mettre à l'abri et instinctivement, Antoine tenta de se lever. Pendant 3 secondes incroyables, il resta debout. 3 secondes où son corps se rappela complètement être vivant, capable, entier. Puis il s'effondra dans le fauteuil roulant, mais il avait fait quelque chose que les médecins avaient déclaré impossible. Il s'était levé. Pierre accourut. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Il avait tout vu depuis la fenêtre. Il embrassa son fils avec une force qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, l'appelant le garçon le plus courageux du monde. Ce soir-là, pour la première fois en 3 ans, Antoine demanda de dîner avec son père. Ils s'assirent à la grande table de la salle à manger. Antoine, dans son fauteuil roulant mais avec des yeux qui brillaient d'une nouvelle lumière. Pendant le dîner, Antoine dit que Margot lui avait expliqué que sa mère était heureuse quand il était heureux et qu'il voulait remarcher non seulement pour lui-même, mais pour la faire sourire là-haut. Margot sourit, et Pierre comprit que le plus grand miracle n'était pas le mouvement des jambes d'Antoine, mais le retour de sa volonté de vivre. Novembre apporta le moment que personne n'osait vraiment espérer. Margot avait travaillé pendant des semaines sur la confiance d'Antoine, en son corps, sur sa connexion émotionnelle au mouvement, sur sa volonté de guérir complètement. Le garçon arrivait maintenant à rester debout quelques minutes, bougeait les jambes avec un contrôle croissant, mais marcher restait encore un rêve. Le jour de son 13e anniversaire, Antoine fit une demande inattendue. Il voulait aller sur la tombe de sa mère, à pied. Pierre sentit son cœur s'arrêter. Le cimetière était à 20 minutes en voiture, la tombe d'Isabelle au sommet d'une petite colline. Même si Antoine arrivait à marcher, ce parcours serait impossible pour quelqu'un qui faisait ses premiers pas depuis quelques jours. Mais Antoine était déterminé. Margot l'avait convaincu que les miracles arrivent quand on arrête d'avoir peur de les essayer. Il voulait porter une fleur à sa mère avec ses propres jambes. Le lendemain, ils partirent pour le cimetière. Pierre avait loué un fauteuil roulant de sécurité, mais Antoine refusa de l'utiliser. Avec Margot d'un côté et Pierre de l'autre, il commença à marcher lentement le long de l'allée du cimetière. Les premiers pas furent incertains, chancelants. Antoine s'appuyait lourdement sur les adultes, les jambes tremblaient sous l'effort. Mais à chaque pas, quelque chose se renforçait. Non seulement les muscles, mais la détermination, la foi en lui-même, la connexion avec ce corps qu'il avait rejeté si longtemps. Quand ils arrivèrent à la tombe d'Isabelle, Antoine était épuisé mais marchait de façon autonome.
Il s'approcha de la pierre tombale et déposa la fleur blanche qu'il avait apportée, parlant à sa mère d'une voix claire, lui disant qu'il savait qu'elle le voyait et qu'elle était fière de lui. C'est à ce moment qu'arriva quelque chose d'inattendu. Un papillon se posa sur la fleur qu'Antoine venait de déposer, restant immobile de longues secondes avant de s'envoler. Pierre n'était pas religieux, mais il sentit avec une certitude absolue qu'Isabelle avait répondu à son fils. Le voyage de retour fut complètement différent. Antoine marcha presque tout le parcours, ne s'arrêtant que quand il était vraiment fatigué. Chaque pas était plus sûr que le précédent, chaque mouvement plus naturel. Son corps se rappelait non seulement comment marcher, mais comment être vivant. Quand ils arrivèrent à la maison, ils trouvèrent une surprise inattendue. Le professeur Moreau, le neurochirurgien qui avait déclaré Antoine incurable, attendait dans le salon. Pierre avait appelé tous les médecins pour partager le miracle. Le professeur pâlit en voyant Antoine entrer à pied dans le salon. Il resta silencieux de longues secondes, observant le garçon marcher, se tourner, bouger avec une aisance croissante. Puis, il demanda à voir les radiographies les plus récentes. Après les avoir examinées, il murmura que c'était impossible. Les dommages à la moelle épinière étaient encore présents. Selon toute loi médicale, ce garçon ne devrait pas pouvoir bouger ne serait-ce qu'un orteil. Margot répondit simplement qu'elle avait fait ce que les docteurs avaient oublié. Soigner l'âme en même temps que le corps, croire en l'impossible et enseigner à Antoine à y croire aussi. Le professeur secoua la tête en déclarant que cela n'avait pas de sens scientifique, que cela ne pouvait pas marcher. Mais Antoine, souriant, lui expliqua que Margot avait appris quelque chose que les médecins ne savaient pas, que le corps humain est bien plus que ce qu'on voit sur les radiographies, qu'il est aussi fait d'espoir, d'amour et de volonté. Pierre regarda son fils parler avec une telle sagesse et maturité et réalisa que Margot n'avait pas seulement guéri ses jambes, mais son âme, sa confiance en la vie, sa capacité à voir des possibilités là où d'autres ne voyaient que des limites. Le miracle était complet, mais Pierre savait que ce n'était que le début d'une nouvelle histoire. 6 mois après cette première rencontre impossible, la Villa Dubois était complètement transformée. Plus un hôpital privé, mais une maison pleine de vie, de rire, d'espoir. Antoine courait dans les jardins, jouait au football, était retourné à l'école. Les médecins l'appelaient un miracle médical inexplicable. Mais pour Pierre, c'était simplement son fils qui était rentré à la maison. Margot était devenue plus qu'une guérisseuse, elle était devenue famille. Pierre avait découvert son histoire pendant les longues soirées passées ensemble. Une femme qui avait tout perdu jeune, qui avait voyagé autour du monde en se cherchant et avait trouvé à la place le don de guérir les autres. Elle n'avait jamais eu de maison, de famille, un endroit où vraiment appartenir. Pierre lui avait demandé de rester avec eux, lui disant que c'était maintenant chez elle. Margot avait souri, mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de mélancolique. Son travail là était fini. Antoine était guéri et avait besoin de vivre sa vie normale. Mais pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui offrait non seulement un endroit où rester, mais un endroit où appartenir. Elle avait toujours eu l'habitude d'aider les autres, jamais elle-même, de guérir les familles des autres, jamais de créer la sienne. L'idée qui allait tout changer naquit pendant un dîner familial. Antoine, maintenant complètement guéri, racontait son expérience à l'école. Ses camarades restaient fascinés, mais surtout leurs parents commençaient à poser des questions. Y avait-il d'autres enfants avec des problèmes que les médecins définissaient comme insolubles ? Margot pouvait-elle aider aussi les autres ? Antoine proposa avec l'enthousiasme de ses 13 ans d'ouvrir un centre où Margot pourrait aider d'autres familles comme elle les avait aidées. Pierre regarda Margot et vit dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, l'envie de prendre racine, de construire quelque chose de durable, de transformer son don en mission partagée. Ainsi naquit le Centre Isabelle, du nom de la défunte épouse de Pierre. Pas une clinique traditionnelle, mais un lieu où médecine et guérison holistique se rencontraient, où docteurs et guérisseurs travaillaient ensemble, où les familles trouvaient non seulement des soins, mais de l'espoir. Margot devint la directrice spirituelle du centre,
tandis que Pierre mit à disposition toutes ses ressources et compétences entrepreneuriales. Antoine, malgré son jeune âge, devint l'ambassadeur du centre, racontant son histoire à ceux qui avaient besoin de croire au miracle. Le premier cas fut une petite fille de 8 ans, qui ne parlait pas depuis 2 ans après un traumatisme. Les parents étaient arrivés de Lyon avec un dernier espoir. Margot travailla avec la petite pendant 3 semaines, utilisant la même combinaison de médecine alternative, soutien émotionnel et foi en l'impossible. Le jour où la petite prononça son premier mot, Pierre comprit qu'ils avaient trouvé le but de leur vie. Il ne s'agissait pas seulement d'aider les cas individuels, mais de prouver au monde que la guérison pouvait aller au-delà des limites de la médecine traditionnelle. En 1 an, le Centre Isabelle devint célèbre dans toute l'Europe. Des familles désespérées arrivaient de tous les coins du continent, amenant des enfants que d'autres avaient déclarés incurables. Tous ne guérissaient pas complètement, mais tous trouvèrent quelque chose: espoir, paix, acceptation ou simplement la certitude d'avoir tout essayé. Margot épousa Pierre dans une cérémonie simple dans le jardin de la villa, avec Antoine qui marchait fièrement pour l'accompagner à l'autel. Ce n'avait pas été un coup de foudre, mais quelque chose de plus profond. 2 âmes qui s'étaient reconnues, 2 personnes qui avaient trouvé dans le don aux autres le sens de leur existence. Le Centre Isabelle ouvrit un second site à Lyon, puis un à Marseille. Margot forma d'autres guérisseurs, leur enseignant que la médecine la plus puissante est celle qui soigne non seulement le corps, mais l'âme entière. Pierre transforma son entreprise immobilière en fondation dédiée à la construction de centres de guérison holistique dans le monde entier. Antoine, maintenant âgé de 17 ans, étudiait la médecine avec l'objectif de devenir le premier médecin intégral du futur, capable d'unir science et spiritualité, technologie et amour. Son histoire était devenue légende, mais pour lui, c'était simplement la preuve que quand on arrête de se rendre aux limites, on découvre que l'impossible n'est qu'un mot. Chaque soir, avant d'aller se coucher, la famille se réunissait dans le jardin où tout avait commencé. Ils regardaient l'étoile, la plus brillante du ciel, celle qu'Antoine avait choisie comme symbole de la présence d'Isabelle, et remerciaient pour le miracle qui avait transformé non seulement leur vie, mais celle de milliers d'autres familles. Margot avait tenu sa promesse impossible. Elle avait nourri son corps et guéri l'âme d'une famille entière. Mais surtout, elle avait prouvé que les plus grands miracles naissent quand on a le courage de croire en l'amour au-delà de toute logique. La sans-abri aux vêtements déchirés était devenue la guérisseuse la plus respectée d'Europe. Le millionnaire qui avait perdu la foi avait retrouvé le sens de sa vie. L'enfant qui ne marchait pas était devenu l'espoir de milliers d'autres enfants. Et tout avait commencé par une promesse impossible prononcée par un cœur qui avait encore le courage de rêver l'impossible. Si cette histoire t'a montré que les miracles naissent quand on arrête de se rendre aux limites et qu'on commence à croire en l'amour au-delà de toute logique, explose ce like avec toute ta foi. Partage pour prouver que l'impossible n'est qu'un mot quand le cœur décide de se battre. Raconte-nous dans les commentaires. Crois-tu que Margot était vraiment une guérisseuse ou simplement une femme qui savait voir au-delà des limites? Penses-tu que Pierre a bien fait de lui confier son fils? Quel moment de l'histoire t'a le plus touché? Abonne-toi maintenant pour plus d'histoires incroyables d'espoir qui triomphent du désespoir, de familles qui trouvent la force de croire au miracle et de preuves que l'amour peut vraiment tout guérir.